Voilà, c'est parti. Donc, deuxième vidéo. Je vais essayer, pour information, d'en réaliser une quotidiennement, une quinzaine de minutes. Et puis, plus ça avancera, et plus j'entrerai dans le détail des endroits, euh, où je recommande de s'installer en Amérique latine, et puis ensuite peut-être, par la suite, les procédures, etc., etc. Voilà. Le pour et le contre de chaque pays. J'irai de plus en plus dans le spécifique à mesure que les choses avancent. Et puis à mesure qu'également que des gens me contactent, me demandent des conseils, me demandent de parler de choses plus spécifiques, je le ferai avec plaisir. Euh, je comptais te parler aujourd'hui avant tout de me présenter un peu mieux, de présenter un peu mon parcours de vie, pour que les gens comprennent bien ce que j'ai fait, et ce qui me donne en fait une certaine légitimité pour comparer par exemple l'Asie à l'Amérique latine. Euh, mais je dirais ceux qui s'informent quotidiennement, on voit quand même que les choses malheureusement bougent et pas dans le bon sens. Donc je me permets de faire un petit biais avant de me présenter un peu mieux. Euh, les choses s'accélèrent, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie, l'Europe, j'en parle même plus, parce que j'estime que l'Europe est déjà quasiment un cas perdu. Je vois pas très très bien comment l'Europe va se relever de la situation actuelle, surtout avec toutes les ignominies qui ont été commises durant les 40 dernières années, ce qui m'a d'ailleurs fait partir très jeune. Donc voilà, pas grand-chose. Je vais mettre en attaché l'une des dernières vidéos d'un analyste financier que je suis. À nouveau, c'est un Américain, Greg Manarino, mais il est très très bon dans ce qu'il fait. Il a une très très bonne analyse, il a une analyse très fine de la situation, ce depuis très longtemps. Il a une vision chrétienne de la situation, ce qui moi me convient parfaitement, parce que je suis chrétien. Je crois en la Bible, et je pense que ce que nous vivons en ce moment, ce sont des temps bibliques. J'ai pas peur de le dire. Euh, et ceux qui ont les références en la matière comprendront parfaitement de quoi je parle. On est franchement dans des temps, comme on dit, extrêmement intéressants. Personnellement, moi je les vis très bien, parce que je pense qu'on peut les vivre très bien si on est armé spirituellement. Voilà. Par contre, effectivement, c'est très facile de paniquer également si on n'a pas la foi, pour être très clair. Si on est purement dans un monde, si on est dans une pensée purement matérialiste et matérielle, effectivement, les temps actuels peuvent être assez violents à vivre. Personnellement, je les vis très très bien. Je les vis de manière absolument sereine, à tous les niveaux. Voilà. Donc, que ceux que ça intéresse, qu'ils aillent voir la vidéo, et ceux surtout qui parlent anglais, qu'ils aillent voir la vidéo de Grégory Manarino. Mais sinon, dans le futur, je peux revenir sur des points de géopolitique, sur quelle est l'analyse géopolitique que je peux faire des événements actuels. De toute façon, la situation est assez claire. Pour faire simple, nous sommes dans la même situation qu'à la veille des Première et Seconde Guerres mondiales. Ceux qui étudient un peu le système financier, le système bancaire, comprendront de quoi je parle. C'est pas très très compliqué à comprendre. Euh, avec une dette mondiale qui a littéralement explosé ces dernières décennies. Euh, voilà. Le mécanisme est d'ailleurs assez simple à comprendre. Lorsqu'on a la monnaie de réserve mondiale, qui est aujourd'hui toujours on ne sait pas encore pour combien de temps, mais qui est encore le dollar américain, et qui n'est plus adossé à rien. Je rappelle quand même que le dollar américain, jusqu'au début des années 70, était adossé à l'or, c'est-à-dire que la valeur d'un dollar américain correspondait à une certaine quantité d'or. Le jour où ils ont arrêté de faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? Impression de monnaie factice, de monnaie papier, voilà, sans contrepartie, et donc voilà, ils pouvaient imprimer autant de monnaie qu'ils voulaient. Bon, tout le monde sait bien que ce genre de système, ça tient 40, 50 ans, etc. Pas plus. Voilà, ça tient pas. Donc aujourd'hui, tout comme à nouveau à la veille de la Première et de la Seconde Guerre mondiale,
Je pense que nous sommes à la veille de la troisième. Ce qu'on a vécu ces dernières années, c'était une tentative, si vous voyez de quoi je parle, hein, le CO, le COVID, c'était purement une tentative de retarder l'échéance, de retarder peut-être on va dire, une issue violente de la crise financière. Donc en fait, c'était une tentative de reprise en main de quasiment toutes les sociétés, avec la crainte, voilà, oulala, on va tous mourir, on va tous mourir, on va tous mourir. Hein. Et puis, il faut en plus que... il faut obéir à l'État. Il faut absolument obéir à l'État pour survivre. Hein, et notamment se prendre... je sais pas, hein, moi quand on me dit que pour survivre, il va falloir se faire piquer tous les 6 mois, je rigole doucement. Hein. Pour information, je n'ai pris aucune dose. Pour information. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui me suivront, qui seront dans le même, qui auront fait la même chose, parce que je pense que je ne vais pas rentrer en détail, je vais être censuré assez rapidement. Mais oui, quand on prend quelque chose qui n'a pas été testé, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'il puisse vous arriver quelque chose dans les années qui viennent. Je ne vais pas plus loin. Toujours est-il, je vais tenter, voilà, il me reste une dizaine de minutes. Je vais maintenant reprendre le fil de la discussion originale que je voulais avoir. C'était en fait me présenter un peu mieux. Pour faire simple, j'ai 53 ans, originaire de Strasbourg, classique, j'étais un bon étudiant, en bonne voie de formatation, mais je dirais ce qui m'a sauvé très jeune, c'était le fait de vouloir découvrir le monde, de vouloir voyager, et ce très jeune. Je suis parti pour la première fois à 19 ans au Chili, un pays que je ne connaissais pas du tout. Je suis parti purement parce que j'avais une copine chilienne à l'époque qui est retournée au Chili après le retour de la démocratie. Elle était avec sa famille réfugiée politique. Je suis allé là-bas 3 fois. J'ai adoré. À l'époque, c'était génial le Chili. Ça a un peu changé depuis, même beaucoup, et pas dans le bon sens. Mais j'avais adoré. Mais très rapidement, je dirais, plus le temps passait, plus je me disais, ah, l'Asie, ça n'a pas l'air mal non plus. J'ai fait une école de commerce, classique, école de commerce internationale à Paris. Et ça m'a permis d'aller au Japon, étudier au Japon pendant 6 mois, à New York d'abord. Je ne suis jamais revenu aux États-Unis depuis. Je n'ai pas du tout apprécié ce que j'avais vu déjà à l'époque aux États-Unis. Et ensuite, Japon. Et là, ça a été super, ça a été une découverte. J'ai énormément aimé le Japon. Euh, Par la suite, j'ai eu la chance, avant de rentrer en France, de pouvoir passer par les Philippines. Singapour d'abord, puis les Philippines. Les Philippines, au départ, j'ai vraiment pas accroché, mais j'ai pu rencontrer un entrepreneur français là-bas qui m'a reçu, qui m'a trouvé sympathique, dynamique. Voilà. Je suis rentré en France, j'ai fini mes études et je l'ai recontacté à la fin de mes études et ça tombait bien. Il était sur un nouveau projet avec une très grande entreprise française que je ne nommerai pas, ça sert à rien, elle n'existe plus en plus maintenant. Elle a été incorporée dans un autre groupe et le but c'était de monter la filiale de cette entreprise en partenariat avec l'entrepreneur qui était partenaire local. J'y suis allé, ça s'est très bien passé, au début en tout cas, et puis par la suite j'ai décidé de changer d'air. Je suis passé par Singapour, l'Indonésie ensuite, voilà, toujours dans des boulots salariés, dans différentes entreprises. Et je suis resté en gros 15 ans de ma vie en Asie du Sud-Est, année fantastique, des souvenirs incroyables. En tant que backpacker, bien entendu, je me suis éclaté en Asie du Sud-Est. J'ai découvert des endroits à l'époque que quasiment, honnêtement, quasiment aucun occidental n'avait vu avant moi. J'ai appris l'indonésien, ce qui m'a permis en plus de communiquer très rapidement avec les locaux. Les Indonésiens aujourd'hui, beaucoup de la nouvelle génération parlent anglais, mais à l'époque, ce n'était pas le cas du tout.
Et donc, bah, j'ai une vie extraordinaire en Asie Sud-Est pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, il y a eu un truc qui s'est passé, en fait. J'étais bien, mais toujours célibataire, sans enfant, complètement libre. Et, euh, et j'ai eu l'opportunité d'aller au Brésil, invité par un ami, un très bon ami d'ailleurs, un ami avec qui je partageais une grande maison à Jakarta, et on s'entendait tellement bien que quand lui a été buté au Brésil, il m'a dit: Ah Thomas, ce serait bien que tu viennes, qu'on reforme l'équipe de Jakarta. Et en fait, c'est lui qui m'a incité à venir au Brésil. Voilà. Et maintenant, ça fait maintenant quasiment 17 ans que je suis ici. Je me suis marié ici avec une femme fabuleuse qui a très très bien évolué dans sa carrière. Quand on s'est connus, elle venait de finir son doctorat et aujourd'hui c'est une des meilleures économistes du Brésil. Voilà. Et j'ai eu énormément de chance et j'ai toujours la chance d'être très bien en couple avec elle, avec une femme hyper dynamique et qui a vraiment pris la vie à bras le corps. Voilà. De mon côté, je suis entrepreneur ici. Je suis dans le bijou, mais il est pas impossible que je change dans pas longtemps. Je suis dans le bijou depuis de très très nombreuses années. J'importe des bijoux d'Asie ici, ce qui m'amène à aller en Thaïlande régulièrement. Voilà. Mais je suis dans une passe de ma vie où je suis relativement tranquille. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé également de commencer ma chaîne, puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas de gros impératifs au niveau financier. J'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. À 53 ans, j'ai décidé d'arrêter de me stresser avec l'argent et je peux le faire. Donc j'ai une vie relativement tranquille et j'ai donc du temps à dédier aux personnes qui éventuellement seraient intéressées pour se relocaliser en Amérique latine. Voilà. Donc, et quand je dis Amérique latine, c'est vraiment l'Amérique latine, puisque je connais parfaitement le continent en dehors du Venezuela. Voilà. J'ai tout dit pour aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin. Comme hier, mon email est disponible. Ceux qui veulent me contactent. Ce sera un plaisir d'échanger et commencer une discussion avec ceux qui veulent plus d'informations sur la possibilité de se relocaliser. Juste une dernière parenthèse. J'ignore de quoi demain sera fait, mais à nouveau, je vois des signaux assez inquiétants. L'Amérique latine commence un peu à se fermer. Vérifiez ce qui est en train de se passer avec le Chili, qui pourtant en ce moment a un gouvernement de centre-gauche. Ils sont en train de renforcer leurs procédures d'immigration et de naturalisation. C'est le premier pays à le faire. J'avais annoncé ça depuis un certain temps. Si les tendances géopolitiques commençaient à se tendre, et malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'est pas impossible que d'autres pays suivent. Donc concrètement, on n'est pas dans la conspiration, on n'est pas dans du délire. Ceux qui sont intéressés par une relocalisation en Amérique latine devraient commencer à penser à prendre les devants. Ceux qui vont attendre trop de temps, qui vont prendre trop de temps, qui ne vont pas prendre les bonnes décisions, personnellement, je suis incapable de dire ce qui va se passer dans quelques mois. Ça peut toujours être ouvert, tout comme il peut y avoir des prises de décision assez drastiques si la situation géopolitique change également de manière assez brusque. Chacun doit prendre ses responsabilités. Personnellement, je vais renouveler mon visa de résident permanent pour la dernière fois la semaine prochaine. Et ensuite, je suis résident permanent à vie du Brésil. Ceux qui veulent en savoir plus également, qu'ils me contactent à ce niveau-là. A bientôt. Prochaine vidéo demain. Et ce sera avec plaisir. A bientôt.